Pour aborder la question des paradoxes en mathématiques, je vous propose que l'on se tourne vers les deux premiers paradoxes qui ont frappé la théorie des ensembles de Georges Cantor. Alors je rappelle les principales caractéristiques de cette théorie mathématique de Georges Cantor, c'est qu'elle permet de distinguer différents niveaux d'infini. Il y a des infinis qui sont plus grands que les autres, donc il y en a qui sont plus petits. Alors, pour commencer, on prend donc le paradoxe de Cantor. Une fois qu'il a fait sa théorie, il a constaté, grâce à un autre penseur qui s'appelait Burali-Forti, qu'il y avait un paradoxe à considérer l'existence du plus grand ordinal ou de considérer l'existence du plus grand cardinal. Alors ce paradoxe, donc nous on va prendre le plus grand cardinal possible, c'est le paradoxe de Cantor. Il y a deux façons de le présenter. La première, c'est de montrer que ce nombre doit se contenir lui-même. Donc cela va mener à une contradiction. Et une deuxième façon de le présenter, c'est de montrer que les parties de cet ensemble seraient supérieures à cet ensemble lui-même, et donc qu'il ne serait pas le plus grand. Alors je vous le présente un peu plus clairement, un peu plus formellement. Imaginons un ensemble C qui contient tous les nombres cardinaux, c'est-à-dire que C représente le plus grand cardinal possible. Mais d'après le théorème de Cantor, la cardinalité de toutes les parties d'un ensemble est supérieure à la cardinalité de cet ensemble. Prenons un exemple. Si j'ai un ensemble avec trois éléments, A, B et C, alors le nombre de parties que je peux construire à partir de cet ensemble qui contient trois éléments, ce nombre est égal à 8. Alors il y a une formule pour trouver ça. Hein. Le nombre de parties d'un ensemble, c'est 2 exposant au nombre de cet ensemble. Alors là, on a 2 exposant 3. Il y a 3 éléments, donc ça fait 8 possibilités. 8 parties, on peut construire 8 parties différentes. Alors je peux vous les détailler, regardez, dans un tableau, on peut construire la partie vide, donc le sous-ensemble vide, le sous-ensemble avec A comme élément seulement, avec B autrement, ça fait un troisième, avec C, un quatrième. On peut faire aussi un ensemble qui contient tous les éléments, donc qui contient A, B et C, ça fait 5 parties, 5 sous-ensembles. On peut faire l'ensemble qui contient A et B, on peut faire le sous-ensemble qui contient A et C, et celui qui contient B et C. Donc en tout, ça fait 8. On peut généraliser ce résultat en écrivant la cardinalité des parties d'un ensemble est supérieure à la cardinalité de cet ensemble. Bon, si on revient à notre sujet, qu'est-ce qu'on voit? L'ensemble C n'est pas le plus grand cardinal, puisque l'ensemble de ces parties est plus grand encore. L'ensemble des parties de C est supérieur à C. Or, nous avions défini C au départ comme étant le plus grand cardinal. Donc, le plus grand cardinal n'est pas le plus grand cardinal. C'est contradictoire. C'est ça, c'est le paradoxe du plus grand cardinal. Alors, que faire? Lui, Cantor, dans un premier temps, il va considérer ce résultat comme une preuve de l'incohérence de la notion de plus grand cardinal. Le plus grand cardinal, s'il peut d'une certaine façon se définir, n'est pas un ensemble consistant. La classe des cardinaux n'est pas un ensemble. Ainsi, Cantor va distinguer deux sortes de multiplicités. Des multiplicités conformes aux principes régissant la définition des ensembles. Parmi les multiplicités bien définies, il va séparer les collections, les ensembles, les multiplicités qui sont consistantes, qui ne mènent pas des contradictions, de celles qui sont inconsistantes. Une collection bien définie est inconsistante quand son existence aboutit à une contradiction. Ces collections inconsistantes sont aussi qualifiées par Cantor d'absolument infinies. Alors, cette distinction entre multiplicité consistante et inconsistante, elle n'est pas très formelle. Bon, elle n'est pas dénuée d'intérêt, hein. Mais on peut aller beaucoup plus loin
on peut définir de nouveaux axiomes évitant la formation de telles notions antinomiques, de telles notions qui mènent à des contradictions, à des paradoxes. Bon alors, il n'existe pas de plus grand nombre, ordinal ou cardinal, tout comme il n'existe pas de plus grand nombre entier fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ensemble qui soit plus grand que tous les autres. Alors, y a-t-il un sens à parler d'ensemble absolument infini? D'un ensemble qui contient tout ce qui est possible de dénombrer? On reste sur cette question, la notion d'ensemble de tous les ensembles est-elle concevable? Est-ce que c'est un concept viable? Est-ce que c'est un concept qu'on peut manipuler? L'ensemble universel, l'ensemble de toutes les choses, a-t-il un sens? Alors là, on rejoint un petit peu la cosmologie. Est-ce que c'est possible de concevoir un univers infini? Maintenant, nous allons passer au paradoxe de l'ensemble universel. Donc là, on va encore aller un peu plus loin.